Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, une interview carte sur table en lien avec l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on va aller zoomer sur les routes du commerce mondial. Vous le savez, ces dernières semaines, on entend parler de dysfonctionnements tous azimuts, des pénuries bien sûr, mais aussi des ports bloqués, des transporteurs débordés. Il semblerait que le commerce mondial post-Covid ne reparte pas tout à fait comme avant. Pourquoi? Eh bien précisément, on va vous poser la question. Dominique Seux, bonjour. Bonjour Émilie, oui. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du journal économique Les Échos. Alors tout d'abord, dites-nous en quelques mots quels sont les secteurs principaux où l'on constate en effet des pénuries aujourd'hui. Le sujet dont on parle le plus, c'est évidemment les puces électroniques qui viennent pour l'essentiel de Taïwan, mais pas seulement. Et ça, c'est une route qui est coupée depuis quand même de longs mois. Et on sait que les puces électroniques, il y en a absolument partout, dans tous les objets de la vie quotidienne. On pense bien sûr aux voitures. Et on sait que pour celui ou celle qui veut acheter une voiture aujourd'hui, il y a 7, 8 mois d'attente en France. Vous avez les cotons, vous avez les ordinateurs, vous avez l'aluminium, vous avez énormément de produits de la vie quotidienne. Et puis si certains d'entre nous vont dans les magasins de bricolage, ils constatent qu'il est quasiment impossible d'avoir des perceuses, d'avoir je ne sais pas, des Karcher, ce genre de choses, parce que soit il manque de pièces, soit le commerce mondial est bloqué et les perceuses et les Karcher, eh bien, ils sont dans des containers bloqués quelque part, soit dans un bateau en route sur une route maritime, soit dans un port quelconque. Et donc, vous avez un phénomène, moi, que j'appelle de congestion. C'est une congestion du commerce mondial. Alors en effet, pour bien comprendre Dominique, c'est une crise de la demande, de l'offre ou des deux? Mais des 2. C'est-à-dire que vous avez, une crise de la demande, ça n'est pas la demande qui manque, c'est la demande qui est très forte. Et pourquoi elle est très forte? C'est parce que pendant, les confinements qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, il y a eu des politiques publiques de soutien aux revenus. Ça veut dire que quand la crise du Covid est terminée, plus ou moins terminée, ou en tout cas sur la bonne voie d'être terminée, eh bien à ce moment-là, les consommateurs, ils repartent exactement comme avant. Sauf que ça, c'est la demande, mais du côté de l'offre, elle ne redémarre pas aussi vite parce qu'il a manqué du monde. Il y a des salariés qui sont partis, il y a des chauffeurs routiers qui n'ont plus envie de faire ce job, il y a des usines qui sont de temps en temps fermées parce qu'il y a 1 ou 2 cas de Covid. C'est notamment le cas dans des ports chinois. Et dans ce cas-là, vous avez des phénomènes de production qui manquent et qui ne repartent pas. Donc vous avez d'un côté une demande qui est repartie très fort et une production qui ne suit pas. Mais vous savez, on a déjà connu ça. Souvenez-vous de ce qui était arrivé à un volcan islandais, c'était en 2011, je crois. Il y avait eu une éruption en Islande et bien les avions ne circulaient plus, les pièces n'arrivaient plus et l'industrie automobile a été en panne. Sauf que cette fois-ci, c'est plus général. Il y a plus de secteurs d'activité qui sont concernés. Dominique Seux, si l'on regarde la carte des routes maritimes, est-ce qu'il y a des hubs qui vous semblent plus intéressants ou plus stratégiques que d'autres à observer dans ce monde d'après? Alors, ce que l'on constate depuis l'été, c'est que les ports américains sont extraordinairement encombrés et sous tension. À Los Angeles, il y a des semaines d'attente, mais il y a en permanence une centaine de porte-containers qui attendent de pouvoir décharger. En Europe aussi, vous avez des ports très encombrés. La route qui est en difficulté, sur laquelle il y a du retard, il y a plus d'une semaine de retard, c'est de l'Asie à l'Europe. C'est 85 jours. Normalement, un transport de porte-containers, 40 pieds, disons, de containers de 40 pieds, eh bien, il faut rajouter une semaine à 10 jours actuellement. Ça coûte relativement cher au transport. Et puis, on sait que par ailleurs, il manque des containers. Il se passe quelque chose d'assez étonnant et qu'il faut raconter. C'est que la Chine fabrique 96% des containers. En Chine, on l'a dit, il y a des blocages de production et donc c'est très compliqué d'assurer la demande. Il n'y a pas assez de bateaux, de porte-containers. La concurrence est telle et les prix sont tellement montés des transports que vous avez des cargaisons qui changent de propriétaire sur la mer, en cours de transport, ou qui sont redirigées vers d'autres ports parce qu'il y a eu des meilleures offres pour acheter des vélos, pour acheter des motos, pour acheter des téléviseurs
ou ce genre de choses. Si l'on prend maintenant le cas de figure de l'Allemagne, puissance exportatrice, qui a beaucoup misé sur l'industrie automobile, dans quelle mesure peut-elle être impactée durablement ou structurellement par la crise commerciale que nous vivons aujourd'hui? Alors, vous avez raison de poser la question comme ça. C'est l'Allemagne qui est la puissance européenne la plus impactée, puisque c'est elle qui est le plus en lien avec la Chine. Donc, elle est impactée. Elle est vraiment impactée. Et ça se voit, ça va se voir dans les chiffres de la croissance allemande, je pense. Si le conflit de puissance entre les États-Unis et la Chine s'accentue, à un moment ou à un autre, l'Allemagne devra choisir. Elle devra choisir son camp. Depuis des années, l'Allemagne refuse de choisir. Elle veut jouer sur les deux tableaux. Et l'Europe dans son ensemble veut jouer sur les deux tableaux, être une sorte de troisième voie entre le modèle américain et le modèle chinois. Je ne suis pas certain que l'on puisse rester neutre. Sur un plan commercial, là encore, est-ce que vous diriez que la Grande-Bretagne post-Brexit est en train de vivre l'heure de vérité? Tout le monde a les yeux sur les images des magasins un peu vides, mais je trouve que économiquement, dans les chiffres macroéconomiques, on n'a pas vu de catastrophe pour l'instant. Ils doivent régler évidemment ces problèmes de frontières avec la France, les passages des poids lourds, le recrutement, évidemment la main-d'œuvre des pays de l'Est leur manque, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Brexit sur le moyen terme, historiquement, est probablement une erreur, mais je trouve que l'indépendance de leur banque centrale a fait qu'ils ont pu amortir pour l'instant les chocs et qu'il ne faut pas avoir le nez uniquement guidé sur ce qui manque dans les étals, même si ça atteint un peu le moral britannique. Dernière question, Dominique Seux, ces cailloux dans la chaussure du commerce mondial dont on vient de parler tous les deux, à quel moment ça s'arrête? Comment tout cela redevient fluide? Est-ce que cela va vraiment redevenir fluide? Ou est-ce qu'il faut s'habituer à un monde d'après où régulièrement il y aura des pénuries parce qu'au fond les enjeux commerciaux plus que jamais deviennent géopolitiques? Les spécialistes, notamment du transport maritime, disent jusqu'à l'été ou la fin 2022. Ça, c'est la réponse conjoncturelle. Sur le plan structurel, c'est le résultat aussi de deux défauts du système mondialisé tel qu'il fonctionnait avant la pandémie et tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Le premier défaut, c'est que les chaînes de production ont été, depuis 20 ans, allongées démesurément. Vous avez des pièces dans une automobile qui viennent d'environ 70 pays différents. Et évidemment, quand vous allongez les chaînes de production, il suffit qu'il y ait un maillon qui se casse quelque part pour que l'ensemble de la chaîne soit grippé. Et c'est tout l'enjeu, c'est toute la question des relocalisations. Et le deuxième défaut profond de la mondialisation telle qu'elle a fonctionné depuis 20 ans, c'est que toutes les entreprises ont fonctionné sur du zéro stock. Le zéro stock peut-il durer ou au contraire, faut-il que les entreprises acceptent de constituer un peu des stocks pour répondre à la demande mondiale? Merci beaucoup Dominique Seux d'avoir été en ligne avec nous. On continuera bien sûr de vous lire avec intérêt dans les colonnes de votre journal Les Échos. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et rendez-vous très vite pour une nouvelle leçon de géopolitique. À bientôt.